Soraya ne perdait pas de vue Zorgrat, et elle n'avait aucune confiance dans les Critborn, le considérant plus mort que vivant. Il fallait qu'ils gardent tous à l'esprit que le sien était sans doute perverti par les murmures de Nagash depuis maintenant on ne sait combien de temps. Lui faire confiance n'était pas sa décision. Après le conseil de guerre, Venteslav était maintenant le chef de ce qu'il restait de l'expédition. Et même si elle n'était pas d'accord avec ses choix, jamais Soraya ne contredirait un ordre direct. Un ordre reste un ordre, qu'il soit prononcé par un Azirite ou par un Rictane. Omid, lui, n'était pas de cet avis, et la gaillarde dut lui rappeler que même dans cette situation, Venteslav restait un capitaine de la Toonwatch, et aller contre sa volonté était ni plus ni moins que trahir leur serment, celui qu'ils avaient tous deux prononcé devant Sigmar. Le groupe avait quitté la plage pour marcher à présent dans une brousse grisonnante qui bordait des marécages impardonnables. Glisser ou mettre un pied dans cette boue froide et visqueuse signait un arrêt de mort à coup sûr. La goule avait été formelle à ce sujet. Le chemin ne serait pas agréable, mais il était le plus sûr pour atteindre leur destination. Le sol sur lequel ils marchaient était parsemé de buissons épineux. Pas plus haut que le genou, ils étaient composés de branches nues dont les épines s'enfonçaient profondément dans la chair, comme des centaines de tentacules de bois qui s'agrippaient autour des jambes des aventuriers. De colère, Soraya brisa un buisson, avec une succession de coups de pied, grognant comme une bête enragée. Elle regardait derrière elle et vit que le reste de la troupe avait le même problème. Seul Zorgrat semblait s'en sortir. Elle grimaça et exprima son mécontentement. Foutue région. C'est pourtant le seul chemin. Les racines de ces plantes sont la seule chose qui maintient le sentier en état. Je voudrais réduire ces vignes vampiriques en cendres. Soraya grogna encore et brisa une nouvelle branche de ses mains pour se frayer un passage. Il devait y avoir un meilleur chemin, plus rapide. Elle avait prononcé cette idée plusieurs fois à voix haute pendant le trajet, et la goule lui avait expliqué qu'emprunter un chemin plus facile les exposait à des rencontres et potentiellement des combats qu'ils ne pouvaient se permettre pour le moment. Le Critborn continua d'ouvrir le chemin pendant plusieurs minutes, puis s'arrêta. Il inspecta le sol, comme s'il remarquait quelque chose qu'il était le seul à pouvoir voir, et écrasa d'un pied ferme un buisson un peu plus haut que les autres. Il sourit en coin et se retourna vers la guerrière. Ils étaient sur la bonne voie. La terre tient mieux ici, c'est le chemin que nous devons emprunter. Celui que nous allons voir fait 10 fois mon poids. Si lui peut arpenter ce sentier sans s'embourber, nous devrions en être capables également. La femme s'extirpa de l'étreinte des plantes et demanda. Qu'est-ce qui le pousse, ce tu-gras, à vivre dans un endroit comme celui-là? Pour quelque chose comme lui, il y a suffisamment de gibier dans le Barrowsborg et dans les Dreadwood. Il n'apprécie pas ses congénères et autant dire qu'ici il ne risque pas d'en croiser beaucoup. C'est le seul à s'être aventuré aussi profondément, découvrant le passage que nous empruntons en ce moment. Les autres chemins, de toute façon, ne supporteraient pas le poids de ces créatures. Soraya soupira. Après un Critborn, voilà qu'ils allaient rencontrer un ogre. Était-il aussi désespéré pour risquer un affrontement avec un monstre de cette taille, et sans armes qui plus est? Peut-être que Venteslav se reposait un peu trop sur la magie de Gajvik et les prières de Maillard, et selon elle, c'était un pari des plus risqués. Toutefois, Zorgrat avait déjà rencontré ce colosse auparavant. Il était possible de lui faire entendre raison. Le capitaine du groupe avait rejoint la tête du convoi et avait entendu la fin de la conversation. Il demanda honnêtement. Peut-être qu'il nous aiderait en nous voyant dans notre état, non? La goule mit très vite un terme à l'expression d'espoir naissant que laissa apparaître le visage de Venteslav. Nous ne représentons même pas une menace pour lui, alors n'espérez pas pouvoir échanger quoi que ce soit. Une caravane de marchands avec une douzaine de guerriers équipés et peut-être considérera-t-il la proposition. Graissez-lui la patte avec de la viande, contre des épices et du métal, et il y réfléchira un moment. Mais pour des gueux sans équipement comme nous, il ne nous laissera même pas prononcer le mot pour parler. Enfin, peut-être à la limite, lorsqu'il nous assaisonnera dans son chaudron. L'image était à présent gravée dans la tête de Soraya. Un frisson lui parcourut l'échine. Elle n'avait pas peur de la mort, seulement de mourir sans avoir eu la chance de combattre. Elle chercha mécaniquement son épée, absente depuis maintenant trop longtemps de sa hanche. Elle secoua la tête comme pour chasser ses pensées macabres et demanda à la goule comment il ferait pour trouver la cabane de Logor. Ce à quoi Zorgrat répondit simplement qu'il n'y avait que son flair qui leur permettrait de localiser efficacement l'emplacement du monstre de chair. Je ne devrais même être capable de dire s'il est présent dans sa cabane. Avec un peu de chance, il sera parti chasser. Et si on n'a pas de chance? La goule tourna la tête vers elle. Elle s'essuya la bouche d'un revers de la main. Ses yeux n'exprimaient pas l'étincelle de malice habituelle. Son visage était sérieux. Priez pour que nous soyons chanceux. Si votre Sigmar vous écoute, ne serait-ce qu'un peu, priez pour que nous soyons chanceux. Ce que Zorgrat décrivit comme une simple cabane de chasse se révéla être une bâtisse aussi grande que les halls de Eatsdale.
Ce que les hommes prirent d'abord pour un amas de bois, de chaînes et de cordes, apparut bien vite comme une structure gigantesque, aussi impressionnante qu'inquiétante. Venteslav commença alors à remettre en question leur plan initial. L'idée de voler de la nourriture et de l'équipement à une créature capable de construire une telle garnison à lui tout seul lui semblait inconcevable. Le capitaine demanda à la goule si elle sentait la présence de l'ogre. Ce dernier secoua la tête, précisant simplement que l'odeur des ogres était si forte qu'elle imprégnait les lieux, surtout après ces dizaines d'années de cohabitation. Soraya et Venteslav pensaient tous deux que l'ogre était absent, prétextant qu'il leur semblait impensable qu'un ogre soit capable de discrétion. Leur discussion fut coupée par Kvetka. La jeune femme avait repris du poil de la bête, et ses critiques pertinentes étaient de retour. Si un ogre a des raisons de rester silencieux, je ne pense pas qu'il reste grand monde capable d'en témoigner. Il serait une grave erreur de votre part, capitaine, de penser que les ogres sont stupides. Ils sont peut-être plus lents que les humains à prendre leurs décisions, mais ça ne veut pas dire qu'ils soient idiots. Tugrat est aussi sournois qu'un loup des marais. Vous ne pouvez chasser le genre de gibier qu'il chasse sans une once de cervelle. S'il s'est rendu compte que nous arrivions, il a très bien pu se cacher et attendre que nous marchions dans son piège. Venteslav pesa le pour et le contre. S'il rebroussait chemin maintenant, c'en était fini d'expédition, et il n'était même pas certain qu'ils pourraient tous revenir en vie dans les cités jumelles. Il posa de nouvelles questions Cridborn, lui demandant par expérience s'il leur aurait été capable d'une telle chose. Zorgrat lui expliqua simplement que si l'ogre avait pu les apercevoir dans leur état, il se serait sans doute sorti avec une masse pour les exterminer. Sans savoir qu'ils avaient un mage dans leur rang, ils ne posaient pas une menace importante pour le chasseur. Ce dernier ne se montrait prudent qu'avec le gibier qu'il respectait, et il ne faisait clairement pas partie de cette catégorie. L'arrogance naissant de la force. Oui, c'est bien un défaut qu'il s'y a un ogre, même un ogre particulièrement rusé. Venteslav garda cette idée en tête et reporta son attention sur la cabane. Les crânes des Mourfang et de Stornorn étaient attachés en haut de l'entrée. Les griffes et les crocs de plusieurs autres créatures étaient reliés à de longues cordes qui pendaient des murs du chalet, bougeant au gré des vents qui balayaient la région. Des écailles gigantesques parsemaient les murs, cachant les trous que le bois pouvait laisser. Oui, tout dans ces lieux renvoyait à l'image d'un chasseur intrépide et puissant. Le capitaine avait choisi la marche à suivre. Il ordonna à chacun d'entourer le chalet le plus discrètement possible, en gardant l'œil et l'ouïe hagard des bruits provenant de l'intérieur. Il garda toutefois Gajvik et Kvetka près de lui. Si les choses tournaient au vinaigre, il souhaitait au moins que ces deux-là puissent s'enfuir. Le magicien prit alors la parole, expliquant que s'ils étaient amenés à affronter cette créature, il préférait combattre. Il ne pensait pas réellement pouvoir l'emporter, mais il était assez confiant quant à la possibilité de gagner assez de temps pour que l'ogre ne puisse les rattraper. Le geste était louable, et Venteslav, tout comme Kvetka, souligna le courage du mage. Toutefois, il n'était pas question pour le capitaine de sacrifier une vie plus précieuse que la sienne. Un bruit, provenant d'un buisson proche de lui, coupa court à la conversation. Zorgrat arriva, un sourire carnassier aux lèvres. Il n'est pas là, c'est une certitude. La chance nous sourit. Nous pouvons entrer et prendre ce dont nous avons besoin avant qu'il ne revienne. Et les pièges? Ratimir et moi en avons désamorcé certains. Ils sont prévus pour les ogres, pas pour les humains. Assez facile à repérer. À moins que nous soyons passés à côté du reste. La goule aimait donner un petit effet à ses phrases, savourant l'expression indécise de ses interlocuteurs. Le capitaine ne perdit toutefois pas beaucoup de temps. Il donna l'ordre de rentrer dans le hall de chasse de Tugrat. Éclairés par une lune noire, les prêtres de Westreach tiraient les chaînes sur lesquelles le corps des défunts était attaché. C'était leur travail d'oindre les corps décharnés d'huile sacrée, d'eau bénite, et de scander des litanies de purification. Après quoi, les corps des damnés étaient rendus aux abysses, dans lesquels ils gisaient, plongés dans l'obscurité la plus totale. L'odeur nauséabonde des corps en décomposition était une trace inextinguible d'horreur et de dégoût dans la mémoire de Maillard, hantant ses souvenirs de sa période initiatique, celle où il n'était encore qu'un novice dévoué au dieu roi. Jamais de sa vie il n'avait senti un relent plus infect que celui de ses corps. Tout du moins, c'était avant de pénétrer dans le corps de chasse de Tugrat. Ratimir précédait le prêtre guerrier dans cette dangereuse expédition. Il avait repoussé l'épaisse potanée qui servait de porte à la tanière de l'ogre, et une rapide inspection suffit à vérifier qu'il n'y avait pas de piège caché. Il entra dans la cabane, rapidement suivi de Maillard. Ce dernier fut soulagé pendant un court instant. L'absence de piège est une chose, mais le carnage qu'il vit en mettant les pieds dans ces lieux en était une autre. Si l'odeur qu'il avait sentie jusqu'alors était horrible, ce n'était rien comparé au cauchemar qui se dessinait devant ses yeux médusés. « Sigmar, ayez pitié !» L'intérieur de la hutte était une véritable boucherie, au sens littéral du terme. La chair et les abats étaient éparpillés partout dans cette pièce, de près de 6 mètres de large pour 4 mètres de haut.
Sur des supports qui se dressaient pour maintenir le plafond, pendaient des pots et des cuirs de différentes espèces sur lesquels étaient encore fixés des crochets et des cordes d'où gisaient des carcasses plus ou moins décharnées. Les amas et des pots sanguinolents, qui pouvaient provenir de ces anciens gibiers, étaient encore sur le sol, décomposés par le temps et les vermines qui devaient se repaître de ce festin macabre. Le sol de terre battue était par endroits rendu boueux par le sang des victimes qui se déversaient des présentoirs, et les deux hommes ne pouvaient prendre une respiration sans que mouches et miasmes ne tentent de s'immiscer dans leurs narines. Ratimir s'arrêta devant le prêtre et pointa une direction visiblement sous le choc. En face de lui se trouvait une table sur laquelle reposait sans nul doute la dépouille d'un homme. Accrochée à un crochet, pendue entre des boyaux et des membres mutilés, une tête les fixait, couverte de sang et figée dans une expression éternelle de frayeur. Les deux hommes continuèrent leur exploration avec précaution. Ils arrivèrent tous deux dans une nouvelle pièce, aussi grande que la précédente, mais bien moins épouvantable. Des pots tannés étaient exposés sur des murs extérieurs, quelques carcasses étaient visibles sur des genres de plateaux, fixés à l'aide de chaînes, attendant certainement de rejoindre la collection du maître des lieux. En poussant la fourrure, qui séchait au-dessus d'un petit brasier, Maillard tomba sur une grande table de bois sur laquelle étaient posés plusieurs blocs de viande de taille et de couleurs différentes, ficelés par des cordes d'entrailles et de sang. Là, planté sur la table, se trouvait un sabre grossier, devant probablement servir de couteau pour la bête. Il s'approcha pour en saisir et tomba sur une tête coupée. Des yeux blancs laiteux, rivés dans leurs orbites, et une bouche ouverte dans une dernière agonie, accueillirent le prêtre dans un silence de mort. Que la colère du dieu roi châtie cette bête infâme. Ratimir rejoignit son comparse et lui fit son rapport. Il n'avait rien trouvé dans la pièce, rien de plus qu'un grand nombre de jarres et autres pots contenant des viandes non identifiées. Dans un coin de la pièce se trouvait également une pile d'ossements, d'humains et d'animaux sans distinction. Le Reclaim demanda la permission d'aller chercher les autres membres de la compagnie et Maillard approuva, il ne fallait pas perdre de temps. Ainsi Maillard se retrouva donc seul dans la maison des horreurs. Il retourna près de la table où se trouvait l'arme de fortune. De plus près, elle ressemblait à un couteau de boucher, se trouvant entre la hache et l'épée. Il la saisit à deux mains et la retira à grand-peine. Son poids était important, si bien qu'il devait placer l'arme sur son épaule pour la transporter. Derrière la table, à quelques mètres, se trouvaient encore deux portes, cachées par des fourrures épaisses. Il remarqua sur le sol des traces de raclement et s'y approcha. Il poussa la première porte et une odeur bestiale lui saisit le nez. Il vit un genre de lit au centre de la pièce pour accueillir une demi-douzaine d'hommes et à côté de ce qui devait être un panier pour un animal de compagnie, pas comme les autres. À en juger par la taille et les traces de griffes qui se trouvaient sur le sol et les murs, ça devait être une bête imposante pour un humain. Il referma la porte et essaya la seconde. Cette dernière se trouvait juste derrière la pile d'ossements qu'il avait remarqué plus tôt. Alors qu'il s'approcha de cette dernière, il sentit quelque chose se glisser autour de ses pieds. Avant qu'il ne puisse réagir, il se retrouvera projeté au sol, une corde enroulée autour de ses chevilles. Alors qu'il tomba, il vit surgir des ossements trois créatures vertes au nez et aux dents pointues. Ils avaient tous dans leurs mains un coutelas de fortune et s'approchaient du prêtre avec un ricanement malsain. Alors que ce dernier tentait de se relever, une quatrième créature sortit de l'ombre et tira sur la corde, l'envoyant au sol une fois de plus. Les peaux vertes rirent de plus belle avant de se jeter sur Maillard, les couteaux écorchèrent sa peau tandis qu'il se protégeait les bras. « Là, des grottes !» La voix de Venteslav sonna comme une salvation dans les oreilles du prêtre qui profita de la distraction pour asséner un puissant coup de poing dans le visage d'une de ces créatures. Le nez du grotte se brisa à l'impact et éclaboussa la pièce de sang vert. Les combattants de l'expédition arrivèrent vite au secours du fanatique. Les grottes, maintenant sous nombre, étaient bien moins hardis par un affrontement et cherchèrent à s'enfuir. Deux d'entre eux foncèrent toutefois vers Maillard, espérant sans doute pouvoir en faire un otage et s'en sortir. Le premier trancha le mollet du prêtre qui lui brisa une jambe d'un coup de pied, et le second, voyant son camarade hurler de douleur, lâcha son arme et essaya de quitter la pièce. « Ne les laissez pas s'échapper !» La voix du Critborn lança la chasse aux grottes. Soraya saisit un os sur le sol et le projeta violemment vers une créature qui l'assomma un moment, assez longtemps pour que Zorgrat ne le rejoigne et lui brise la gorge de ses mains puissantes. Maillard, lui, saisit le grotte qui tenta de s'enfuir dans les ossements et l'étouffa avec la corde qu'il avait utilisée pour le piéger. Les deux autres grottes, déjà blessés, ne firent pas le poids face à Omid et Ratimir qui les tua sans grande difficulté. Après le combat, le mage et l'érudite proposèrent à Maillard de le soigner, ce qu'il refusa en grimaçant. Il était plus en colère que blessé, colère qu'il reporta sur le Cryptborn. Il aurait dû savoir que les grottes se trouvaient ici, ce à quoi Zorgrad répondit que ce n'était pas une évidence, tous les ogres n'avaient pas ce genre de servants. Après quelques observations supplémentaires, ils étaient à présent certains d'être seuls. Maillard se dirigea vers la porte qu'il voulait ouvrir avant de s'être fait attaquer, persuadé que les grottes avaient pour seul objectif de garder cette entrée. Et ce qu'il trouva fit siffler Ratimir derrière lui. C'était la salle au trésor de l'Ogor. La pièce était remplie de fourrures, cornes et défenses qui pouvaient rapporter très gros à quiconque était assez fou pour voler Tugra.
Mais tout ceci n'était d'aucune utilité pour le groupe, et le prêtre fit très vite taire la petite voix que l'on appelait cupidité qui ne manquerait pas de résonner dans la tête de ses compagnons. Ils étaient là pour des armes, et il trouva rapidement ce qu'ils étaient venus chercher, dans un coin de la pièce, caché derrière des pots. Il saisit une épée posée là, et fit face à ses collègues. Oui, c'est ça! Oubliez les biens et la nourriture pour le moment, trouver des armes, c'est tout ce que nous avons besoin lorsque Tugra nous rattrapera. Un moment de silence suivit le commentaire de Zorgrat. Omid tiqua le premier, rapidement suivi par les autres. Venteslav calma les esprits et expliqua. Tugra est un chasseur. S'il peut pister une créature, il n'aura aucun mal à nous retrouver. Maillard secoua la tête pour appuyer son soutien. C'est une logique implacable, si simple que personne n'y avait pensé en pénétrant dans la loge. C'était le plan depuis le début, le Cridborn et le capitaine l'avaient prévu. Venteslav ordonna à ses hommes de trouver des armes et des armures, tout ce qui pouvait les aider à affronter l'Ogor. Kvetka demanda s'il s'attendait à voir le maître des lieux revenir, et Maillard répondit à sa place. L'Ogor va revenir, c'est une certitude, et quand il reviendra, nous l'attendrons de pied ferme. Quand Zorgrat m'a exposé son plan, je savais que c'était le bon. Tugrad va se rendre compte que nous sommes passés dans son domaine, il se mettra en rage et partira à notre poursuite. Nous ne pouvons le laisser en vie et prendre ce risque. Maillard saisit un casque usé par la bataille qui se trouvait sur le sol et l'enfila. Si nous prenons la fuite, il nous retrouvera. Si nous restons ici, nous pouvons nous donner tous les avantages que Sigmar peut nous fournir. D'une manière ou d'une autre, nous devrons l'affronter, autant que cela se fasse sous nos conditions. La goule poussa discrètement la peau qui servait de porte, déclarant que l'Ogor était rentré. Le groupe se mit alors en position prêt à en découdre. Kvetka était cachée derrière la table, 2 bouteilles contenant des concoctions particulières qu'elle avait eu le temps de préparer en chinant à l'intérieur du hall de chasse. 2 bouteilles, l'une pour la bête et l'autre pour le maître. Elle espérait ne pas s'être trompée, mais à l'odeur que dégageait la mixture, elle était certaine qu'elle serait assez corrosive pour faire l'affaire. Au fond de la pièce, en retrait, Gajvik attendait le signe de Venteslav, qu'il devait faire avant qu'il ne passe à l'action. Zorgrat, lui, était proche de Kvetka, tandis que les guerriers tendaient une embuscade plus traditionnelle. Ils devaient attendre que l'Ogor rentre dans la pièce, profiter de la distraction que Kvetka leur offrirait pour assaillir l'Ogor de tous les côtés à l'aide de lances et d'épées. La tension était palpable. Il régnait un silence pesant, que seuls les bruits de pas de l'Ogor perturbaient, se rapprochant chaque instant un peu plus. Kvetka put même entendre les râles de la bête qui l'accompagnait, ainsi que les rumements incompréhensibles de son maître. Zorgrat avait fait tomber une fiole à l'odeur nauséabonde dans la pièce, assurant que Tugra penserait que les grottes avaient fait une erreur et leur permettant de camoufler leur propre odeur. Kvetka pouvait à présent sentir le sol trembler sous les pas de l'Ogor. Ils étaient proches de la porte maintenant. Encore un instant et elle lui ferait face. Son cœur battait à tout rompre, un mélange de peur et d'excitation l'envahissait, embrumant son esprit d'éléments qui lui paraissaient maintenant totalement inutiles comme la culture et la connaissance, ne se focalisant que sur l'instant présent. Elle sentait sa respiration, son sang battre dans ses veines, ses muscles prêts à répondre à tout moment. Était-ce là la transe du guerrier? La situation changea bien vite lorsque la fourrure laissa place à ce colosse que représentait Tugra. Un vent glacé pénétra dans la pièce et tous retinrent leur souffle à la vue de cet adversaire. L'Ogor hurla quelque chose, sans doute un appel pour ses grottes de maison, puis il fit un pas en avant, rapidement suivi par un félin de taille imposante. L'Ogor faisait plus de 4 mètres de haut et son envergure dépassait les 2 mètres. Sa peau était pâle, presque maladive, et des anciennes cicatrices étaient visibles partout. Son visage était énorme, une mâchoire carrée et ses sourcils froncés lui donnaient un aspect un peu benet, mais c'était sans compter sur ses yeux, au regard perçant, dans lequel se reflétait la sournoiserie et la cruauté. Il était habillé d'un amalgame de peau et de fourrure liées entre elles par des lanières de cuir. Dans son dos se trouvait une immense cage thoracique imposante, les côtes orientées vers les cieux telles des ailes osseuses, desquelles pendaient plusieurs trophées. Kvetka pouvait y voir la tête momifiée d'un auruc, un scalp corné d'un bestigore qui se balançait au bout de cordes faites de boyaux et de tendons. Il y avait également des crânes humains et elle put même voir la mâchoire d'un nain ornée de dents dorées. Se levant dans ses jambes, un Sabertusk entra dans la pièce. Sa face était également couverte de cicatrices et de sang séché. Avant que le fer ne puisse percer à jour leur embuscade, Venteslav lança l'assaut. Il était nécessaire pour le groupe de frapper fort et en premier avant que l'Ogor ne puisse réagir. Le capitaine et ses hommes chargèrent l'Ogor de front. Soraya entailla le front de Tugra tandis que Venteslav parvint à entailler le dos de la main du colosse, qui tentait de repousser l'attaque, visiblement surpris. Omid, lui, perça la jambe de sa cible à l'aide d'une lance, mais d'un revers de la main, Tugra brisa l'arme trop faible pour lui opposer une résistance et repoussa l'Azgrid qui fut propulsé contre la paroi du bâtiment. Dans une rage folle, l'Ogor hurla avant de saisir son gourdin à la ceinture. De son côté, Maillard lui fonça sur le Sabertusk,
Même malgré la surprise et l'odeur masquée des envahisseurs, les réflexes du félin furent suffisamment affûtés pour esquiver l'attaque. D'un bond agile, il évita la lame et envoya un énorme coup de patte contre le plastron du prêtre qui tomba sous le choc. Maillard glissa sous l'impact et manqua de peu de s'embrocher sur le piège qu'ils avaient préparé, des pics d'os et d'acier qu'ils avaient dressés pour faire un mur de fortune contre l'animal. Le Sabertusk, lui, n'hésita pas un seul instant et sauta à son tour sur le prêtre qui roula sur le sol pour éviter l'attaque, laissant l'animal s'empaler les pattes avant dans le piège de fortune. La créature hurla de douleur tandis que les pieux la perçaient, et d'un autre bond il se dégagea et atterrit sur la table, proche de la position de Gvedka. « Maintenant !» Zorgrat intima Gvedka de jeter la bouteille sur la bête, aspergeant la face de la créature qui hurla de plus belle sous la solution caustique, l'aveuglant et réduisant sa peau en un tas de chair bouillonnant. La goule, dans un réflexe surhumain, se jeta sur Gvedka pour la coucher au sol, évitant de justesse le coup de griffe vindicatif que le Sabertusk lança à l'aveuglette. L'animal n'était plus en état de combattre, mais il représentait toujours une menace de taille. Le félin sauta sur le sol dans une rage meurtrière qu'il oubliait rapidement, remplacée par une intense agonie qui le força à frotter le visage sur le sol pour essayer de se débarrasser de cette substance corrosive. Profitant de cet instant, Zorgrat sauta sur le dos de l'animal équipé des couteaux des grottes et assena une succession d'attaques dans les flancs du Sabertusk, s'agrippant à l'aide de ses jambes pour ne pas se faire désarçonner. Chaque coup était précis et violent. Zorgrat prenant soin de tourner les lames dans les plaies avant de les ressortir et de continuer son assaut. La bête gémit de douleur et dans un spasme se jeta sur son dos, écrasant la goule. Gvedka, elle, dégaina son couteau et sauta sur le poitrail de l'animal, le plantant en plein cœur. Le pelage blanc-neige de l'animal vira au rouge carmin tandis que, de peur et de colère, Gvedka continua de planter le cœur de la bête. Ce n'est que lorsque Maillard posa sa main sur son épaule qu'elle se calma, des larmes plein les yeux, le visage et les bras couverts de sang. Gvedka resta sans voix. Sa situation lui paraissait irréelle. Cependant, les clameurs de la bataille contre Tugra la sortirent de sa stupeur. Elle essuya le sang de son visage d'un revers de la manche et récupéra la seconde bouteille destinée au maître des lieux. De leur côté, Venteslav et les hommes de la Tombwatch tentèrent de tenir Logor à distance en l'harassant de toutes parts. Ce faisant, ils pouvaient éviter les attaques concentrées sur une seule personne sous peine de le voir transformé en charpie. Les bottes de cuir du chasseur étaient trop épaisses pour que le piège de fortune qu'ils avaient confectionné n'ait quelconque effet. Tugrat fit un arc de cercle de sa massue, repoussant les assaillants, et Venteslav profita de son attaque pour ordonner à Gajvik de lancer ses sorts. Du fond de la pièce, ce dernier psalmodiait rapidement des incantations et des pics de glace se formèrent au bout de ses doigts et partirent rapidement vers sa cible. Cependant, les pics explosèrent devant Logor sans l'atteindre, tandis qu'un petit talisman se trouvant à la ceinture du chasseur brilla à l'espace d'un instant. Logor ricana brillamment. Oh magique, je vais briser tes os. Se désintéressant des autres guerriers qu'il repoussa d'un revers de la massue, Logor avança droit vers Gajvik. Les forces de Venteslav redoublèrent d'efforts pour arrêter le colosse, le forçant à freiner son allure, mais il n'était pas de taille. Tôt ou tard, Tugra atteindrait sa cible. Laisse-le tranquille! Gvedka se rua vers Logor, brisant le col de la bouteille sur la table en passant et jeta son contenu sur le visage du géant de fer. Toutefois, le résultat ne fut pas immédiat. Le contenu vide de la fiole glissa sur la face de Logor, qu'il essuya d'un revers de la main. Il oublia Gajvik qui reporta son attention sur la jeune femme. Femme, je te laisserai regarder quand je broierai tes jambes en repas. Tu ne regarderas rien! Plus jamais! Distrait par sa fureur, Tugra ne prêta pas attention à Venteslav et Gajvik, qui brisèrent sur lui des pots d'argile contenant des braises rougeoyantes. La mixture de résine, de graisse et d'huile prit feu immédiatement, tandis que ce colosse essaya d'éteindre les flammes de ses mains, répandant plus rapidement encore l'incendie. Terminez-le! L'ordre de Venteslav ne se fit pas attendre et les soldats foncèrent sur Tugra pour lui assonner le coup final. Calciné et aveuglé, incapable de riposter, Logor était maintenant une cible facile pour Maillard qui, armant de ses bras puissants le chopa Oruk qu'il brandissait contre le Sabertusk, trancha d'un coup sec le genou de sa cible. Tugra tomba sur le sol avec fracas et un second coup de chopa s'enfonça profondément dans la nuque de Logor, souillant ses yeux cauchemardesques de son sang. L'espace d'un instant, Tugra tenta de se redresser avant que ses forces ne le quittent pour de bon, laissant son corps calciné rôtir sous les flammes de la purge. Gvedka regarda le colosse s'effondrer avant de reporter son attention sur ses camarades. Tous la regardèrent avec lueur de respect dans les yeux, Maillard y compris, et ce dernier prit la parole. Sigmar pourvoit. Cette fois, ce qui nous a donné, c'était vous, Gvedka. Nous avons gagné parce que vous saviez comment vaincre ce monstre. Zorgrat boita en avançant, couvert de sang du Sabertusk. Il regarda Logor et lui cracha au visage. Et il lança un regard sombre à ses compagnons. Je sais que c'était mon idée, mais ne refaisons plus jamais ça.